veut nos poubelles. C'est-à-dire, on est prêt devant n'importe quelle structure, infrastructure pour les traiter. On va dire que c'est super bon écologiquement et tout, mais ce qu'on veut, c'est nos vidanges. C'est très lucratif, l'enfouissement, vous savez. C'est pas la récupération, c'est l'enfouissement. Emmenez-en des vidanges, on en veut, on en veut. Puis tant qu'on peut en rentrer, c'est ça qui paye le plus. On ne peut pas effacer 1,3 million tonnes de déchets par année. Des vidanges, ça reste que c'est des vidanges et ça pue. Tout le monde veut être vert, mais personne ne veut payer la note. C'est ça notre problème. qui est déjà inscrit dans matériaux résiduels. OK. Et je le sais. C'est bon, tu peux y aller? 583 313, il fait la ville de Laval. Ça fait combien de temps, Mme Lebé, que vous recevez les camions ici au site d'enfouissement? Ça fait 23 ans que je suis ici. Vous avez vu des millions et des millions de tonnes de déchets passer sous votre nez? Oui, beaucoup de camions. Est-ce que parfois, dans votre métier, vous vous posez des questions sur la quantité de déchets que la société jette? Non, moi, quand ma journée est finie, là, à la maison, je relaxe. Hello! En tout cas, vous êtes une personne qui est bien placée pour voir que gérer des déchets, hein, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Il y a des fois, je pleurais. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir M. Karel Ménard. Il est directeur général d'un organisme québécois qui s'appelle le Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets. On a augmenté de près de 50 en 10 ans notre production de déchets au Québec. On est passé de quelques 9 millions, en fait 8 888 000 tonnes à 13 millions de tonnes, ce qui représente 25 tonnes à la minute qui ont été créées, générées au Québec. On est appelé à surconsommer et de toute façon, il y a des très bonnes compagnies qui sont là pour prendre nos poubelles en charge. Donc, où est le problème? C'est extrêmement lucratif. C'est une mine d'or, littéralement, les matières résiduelles pour ces compagnies-là. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent vos poubelles. Ça fait 20 ans que le ministère de l'Environnement nous fait des beaux discours sur le recyclage, la récupération. Mais derrière ces belles paroles, ces bonnes intentions-là, se cache une vérité qui est difficile à croire. Les Québécois sont parmi les plus grands producteurs de matières résiduelles de la planète. Un Québécois produit 2 fois plus de matières résiduelles qu'un Japonais, 60 % de plus qu'un Français et même 15 % de plus qu'un Américain. Et c'est l'ensemble de la société québécoise qui contribue à ce triste bilan. La population ne génère en effet que le quart des matières résiduelles, c'est-à-dire de tout ce qu'on envoie à la poubelle ou à la récupération. Les institutions et les entreprises en produisent plus de 40 % et l'industrie de la construction, à elle seule, 35 %. Et contrairement à ce que laissent entendre certaines publicités, nous sommes loin d'être des leaders du recyclage. On se pense très écolo, mais on continue d'envoyer plus de la moitié de toutes nos matières résiduelles directement au dépotoir, même si 90 % de cette masse colossale est recyclable ou compostable. Comment en sommes-nous arrivés à un tel gaspillage?
En 1996, le gouvernement du Québec lançait une grande consultation publique sur la problématique de la gestion de nos déchets. Maître Michel Bélanger a participé à la rédaction du rapport de cette commission. Une des premières recommandations, sinon la principale recommandation, a été de dire chaque région par territoire de MRC, chacun gère ses déchets sur son territoire. Ce qu'on a constaté finalement, ou qu'on constate encore aujourd'hui, malgré les recommandations, c'est qu'il y a 5 dépotoirs qui reçoivent 75 des déchets au Québec. C'est complètement contraire à la recommandation principale du rapport. Il y avait des recommandations extrêmement sévères qui auraient dû être mises en place immédiatement. On voulait que tout ce qui était valorisable, veut dire, ça s'en aille plus dans les centres, les sites d'enfouissement. Je pense qu'en bout de ligne, la seule explication, c'est qu'il y a manqué de volonté politique à quelque part. La phobie du gouvernement au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est quoi? C'est on veut pas que les poubelles traînent dans les rues des grands centres. On veut absolument trouver un trou, une place pour mettre nos poubelles. Pendant que le gouvernement avait des politiques qui visaient la valorisation, le recyclage des matières résiduelles, le gouvernement accordait des permis d'enfouissement, des capacités d'élimination absolument faramineuses. Malgré les nombreuses études qui préconisent la récupération, le compostage et l'enfouissement local, nos administrations ont choisi la solution de facilité en participant au développement de méga-dépotoirs. C'est ainsi que 4 compagnies qui exploitent les 5 plus grands dépotoirs du Québec sont devenues de véritables barons de l'ordure et contrôlent maintenant 75 % du lucratif marché de la poubelle au Québec. L'American Waste Management, la plus grande multinationale de gestion des déchets dont le chiffre d'affaires annuel frise les 13 milliards, possède 2 méga-dépotoirs, celui de Sainte-Sophie, près de Saint-Jérôme, et celui de Saint-Nicéphore, à Drummondville, et des permis pour enterrer 1,7 million de tonnes par année. Le deuxième baron est BFI. La compagnie possède le plus gros site d'enfouissement de la province, celui de Lachenay, où aboutissent le quart de toutes nos poubelles. Il y a aussi des barons de l'ordure québécois pure laine, comme EBI, propriété de la famille Sylvestre, qui exploite le site d'enfouissement de Saint-Thomas. En opération depuis 33 ans, le site est en voie de devenir l'un des plus gros au Québec. Le 4e baron, c'est la famille Rémillard. Une filiale de leur compagnie RCI gère en PPP le site d'enfouissement de La Chute. Le dépotoir reçoit maintenant un record de déchets. Durant leur vie utile, chacun de ces méga-dépotoirs devrait générer un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. C'est comme un puits de pétrole à l'envers. Plus on le remplit, plus on devient riche. Au Québec, on ne se contente pas d'enfouir des tonnes de matière qui pourraient être réutilisées. On continue aussi de les détruire dans des incinérateurs pour produire de l'énergie, même si on sauverait jusqu'à 5 fois plus d'énergie en les recyclant. L'incinérateur de Québec, par exemple, là, au niveau nord-américain, ça a été le 2e une année et le 3e une autre année plus grand producteur de dioxine et furane. Canada, États-Unis, Mexique. À Québec, les dioxines et les furanes, ce sont peut-être les substances les plus toxiques, les plus polluantes créées par l'homme. Chaque année, plus de 300 000 tonnes d'inoffensives matières résiduelles sont ainsi transformées en cendres toxiques et en gaz empoisonnés. Au Québec, 5 incinérateurs sont en opération, mais il existe d'autres endroits où l'on brûle des matières résiduelles. Dans cette cimenterie, par exemple, on brûle de vieux pneus pour alimenter les fours.
Au sens de la loi, il ne s'agit pas d'élimination, mais de valorisation, au même titre que le recyclage, puisqu'on crée de l'énergie. Et ces usines ne sont pas soumises aux mêmes normes environnementales que les incinérateurs. On a besoin de beaucoup d'énergie. Une cimenterie comme celle de Joliette consomme l'équivalent de 150 000 tonnes de charbon par année. Le charbon quand même assez dispendieux. La tentation est donc très forte de trouver d'autres matières résiduelles à brûler pour faire fonctionner leur usine. Le centre de valorisation Mario Charette transforme des matières résiduelles en une poudre hautement inflammable destinée aux cimenteries. Alors ici, qu'est-ce qu'on a, Monsieur Charette? Ça a l'air impressionnant, ça. Ça ici, effectivement, c'est les résidus d'usines de fabrication de tapis pour l'industrie automobile principalement. Ce sont des tapis qui viennent, j'imagine, de l'Ontario, des États-Unis. Celui-là, principalement, il vient du Maine. On n'a pas le droit d'importer des matières, des poubelles, des déchets des États-Unis ou de l'Ontario, peu importe, pour être éliminés au Québec, mais on peut importer des matières résiduelles à des fins de valorisation. Et c'est ce qu'on fait. Combien de tonnes de tapis comme ça vous pouvez processer? Cette année, on va être autour, dans ces produits-là, de 10 000 tonnes. Si aux États-Unis, on dit « Ah, tiens, au Québec, ils recyclent en brûlant la matière », est-ce qu'on va devenir une espèce de je ne veux pas dire une poubelle, là, parce que c'est un peu grossier, mais le haut lieu de la valorisation énergétique en Amérique du Nord? La chose qu'il faut retenir avant tout, c'est que ces combustibles alternatifs, ce sont des matières qui, si on ne les utilisait pas comme combustible, seraient éliminées dans des sites d'enfouissement. Donc, on ne vise pas à utiliser des matières qui, autrement, seraient recyclables. Pourtant, des tapis, c'est recyclable. Depuis 10 ans, l'industrie américaine a multiplié par 5 le tonnage des résidus de tapis qu'elle recycle. 58 % de la matière a été recyclée en résine de plastique et 31 % en nouveaux tapis. Mais il y a un autre problème. Récemment, la province de Terre-Neuve a voulu se débarrasser de 2 millions de vieux pneus en permettant à une entreprise locale de les brûler. Mais la population s'y est vivement opposée à cause des risques environnementaux. Terre-Neuve va donc envoyer ces 2 millions de pneus se faire brûler chez nous, dans nos cimenteries. Nous, on veut éviter à tout prix qu'on aille dans cette direction-là. Dire, balisons, s'il vous plaît, tout ce qui est valorisation énergétique. Mais la principale arme de destruction massive de nos matières résiduelles demeure l'enfouissement. Sur le site du plus grand dépotoir au Québec, la compagnie BFI organise des visites auxquelles participent chaque année des milliers d'écoliers. Le message du porte-parole de BFI, André Chulac, se veut rassurant. Oui, on fait trop de déchets, mais heureusement, l'enfouisseur est là pour nous en débarrasser. OK, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Oui, tout le monde est en forme? Oui. OK, bien, bienvenue ici. Le lieu d'enfouissement, c'est 3 km², ça veut dire plus de 1000 mètres de large par 3000 mètres de long. Et par jour, ça peut être 500 à 700 camions par jour. Du lundi au vendredi, de 6 h du matin à 9 h le soir, ça fait beaucoup de déchets. Ça ressemble à un terrain de golf. C'est pas un terrain de golf. Malheureusement, il faut pas oublier que ça, c'est plein de déchets, c'est plein de gaspillage. Oui, c'est comme une poubelle. On veut pas qu'elle sente mauvais, la poubelle, puis on veut pas que ça prenne trop de place, on veut pas qu'elle déborde, puis on veut pas les voir. Les barons de l'ordure font disparaître nos poubelles comme par magie. Mais celle-ci a un prix. Ils font leur argent sur les quantités de matière enterrée et cherchent donc constamment à augmenter leur permis d'enfouissement. La compagnie EBI, propriétaire du dépotoir de Saint-Thomas, participe à un salon sur les grands enjeux du développement durable.
Ça m'a extrêmement étonné que le ministère de l'Environnement ait accordé à EBI une entente pour les 28 prochaines années. En rendant ça satisfaisant pour le ministère pour bien des années à venir, bien, je pense qu'ils se sentaient peut-être pas obligés de nous donner un décret de 28 ans, mais au moins de nous accorder le bénéfice du doute et de nous laisser aller. C'est un lieu d'enfouissement technique qui a reçu une autorisation sans limitation annuelle. La compagnie peut accepter 500 000, 600 000, 1 million, 2 millions de tonnes par année. Eux, ils ont vraiment un bar ouvert, si on veut, au niveau des poubelles. C'est quoi votre secret? La saine gestion des déchets. En fait, on a fait de quoi de beau, on a fait de quoi de bon. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a dit que ce projet-là est un des pires jamais étudiés par le BAP, qui ne respectait aucune des conditions du développement durable. Et le BAP a carrément rejeté le projet. Le BAP, c'est notre chien de garde en matière d'environnement, mais le gouvernement le tient bien en laisse. Il faut savoir que le BAP ne fait que des recommandations aux ministres. C'est peut-être une petite nuance que peu de personnes connaissent, mais dans la loi, les projets importants qui passent sous le BAP ne sont pas décidés par le ministre de l'Environnement, mais par le gouvernement lui-même. Et depuis 15 ans, aucun gouvernement n'a refusé une demande d'agrandissement d'un de nos méga-dépotoirs, même de ceux qui sont situés dans des zones écologiquement sensibles. Nous sommes à Mirabel, sur la montée des sources, un endroit qui est reconnu comme étant l'une des plus belles nappes phréatiques du Québec. Et c'est pas pour rien que de très grands embouteilleurs d'eau de source puisent leur eau ici. Eh bien, croyez-le ou non, à quelques kilomètres d'ici, derrière moi, est situé le dépotoir de la Chute, un méga dépotoir où s'entassent plus de 600 000 tonnes de déchets par année. Et juste à côté de ce dépotoir-là, il y a la ferme de Laurent-Loca. Quand vous avez acheté la terre en 1979, le site d'enfouissement n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. C'était pour les besoins locaux, ce site d'enfouissement-là. C'est ce qu'on nous a toujours dit depuis le début. Après ça, on a agrandi, puis là, on est rendu qu'on transborde des vidanges de Hall, Gatineau, on les transborde ici. Ça arrive sud, Montréal, Petit Montréal, ça s'en vient également ici. Qu'est-ce qui vous fait peur avec la présence de ce méga-site d'enfouissement? C'est la contamination des eaux souterraines. Fait qu'on aura beau dire qu'on a fait des études, qu'il n'y a pas de danger, etc., mais moi, je ne crois pas au Père Noël parce que ça ne tient pas debout, cette histoire-là. Moi, j'en reviens toujours à dire que la nappe phréatique, c'est l'or bleu, il faut la protéger. Puis je suis loin d'être sûr que le site d'enfouissement, c'est la bonne façon de faire. Le site d'enfouissement de La Chute était géré par un organisme public, la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes. En 2006, la Régie a vendu la gestion du site à un entrepreneur privé, une filiale de la compagnie RCI. Difficile à dire quel avantage les citoyens tirent de ce controversé PPP, surtout que le dépotoir rapportait de l'argent. Par contre, le but du partenaire privé est très clair. Emmenez-en des vidanges, on en veut. Puis tant qu'on peut en rentrer, c'est ça qui paye le plus. On a une autorisation de 500 000 tonnes, mais là, on est rendu à 836 000 tonnes actuellement. On s'est déjà plaint au niveau du gouvernement, on a déjà rencontré le ministre. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'au niveau de l'émission du décret, il y aurait eu certaines lacunes. Qu'il y aurait possiblement le droit de faire ça. Ça veut dire que le gouvernement, il émet des lois, puis en bout de ligne, ils sont pas capables de les faire respecter. C'est-tu une république de bananes qu'on est ici au Québec? C'est ça la question qu'il faut se poser. Inévitablement, on voit ce qui s'en vient. Ils vont nous faire avaler la pilule de force. Ils vont aller à 1 million de tonnes, 1 500 000, des choses comme ça. Je peux pas croire qu'à quelque part, il n'y a pas quelqu'un au gouvernement qui va se lever debout, qui va mettre ses culottes, comme on dit, à bord québécois, puis qui va dire hey, là, ça va faire. C'est ça qui a été émis. Sinon, on émet une injonction, puis on ferme le site. Pour vraiment les mettre au pied du mur, ces gens-là, il faut respecter ce qui a été autorisé, puis that's it. En accordant des autorisations pour enfouir des millions de tonnes de matière, le gouvernement permet aux barons de l'ordure de faire une concurrence déloyale à notre industrie du recyclage. Nos méga-dépotoirs offrent aux municipalités et aux compagnies le taux d'enfouissement le plus bas en Amérique du Nord,
30 $ la tonne. Un non-sens, alors que récupérer une tonne de matière coûte 3 fois plus cher. Pas étonnant que notre industrie du recyclage peine à prendre le dessus. Actuellement, les institutions et les compagnies récupèrent seulement 53 % de leur gisement potentiel, tandis que les citoyens comme vous et moi, on récupère seulement à peu près 36 %. Est-ce que nous aurons la volonté politique de le faire? Et si oui, est-ce que nos industries du recyclage et de la récupération seront à la hauteur? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites là, pour l'environnement? On recycle. Parce qu'on met quelque chose dans le bac de récupération, bien, on pense qu'on recycle. Premièrement, on ne recycle pas, on met quelque chose dans un bac. OK? Le bac, ensuite, est transporté dans un centre de tri. Un centre de tri ne recycle pas, un centre de tri trie. Le centre de tri trie les matières, et les matières sont soit par la suite vendues à des courtiers, vendues à des transformateurs au Québec, ou même, bien souvent, en fait trop souvent, exportées dans des pays émergents, en Chine, en Inde ou en Asie. On ne sait pas qu'est-ce que devient la matière. On ne va pas le savoir. Tout ce qu'on veut, et ça, c'est un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'on est très fort pour dire on est super bon en environnement parce qu'on recycle beaucoup. Nous voici au centre de tri Nord-Ben, propriété de l'enfouisseur EBI. Comme quoi, il y a tout de même de l'espoir. On trie en moyenne 35 à 40 000 tonnes de matière recyclable par année. 85 % de la matière qu'on traite ici provient de ce qu'on appelle la collecte sélective, donc du marché municipal. Ce sont nos bacs de récupération que nous pouvons maintenant remplir pêle-mêle. Le tout mélangé, ça nous facilite la vie. Ça fait même augmenter de 10 % la quantité de matière récupérée. Mais ça complique drôlement les opérations de nos centres de tri. Il faut enlever les bouteilles au pré-tri à la base parce que c'est un genre de matière qui va faire des éclats et contaminer le journal, le carton et les autres produits, ce que les recycleurs n'aiment pas beaucoup. Le papier, c'est plus des 3/4 de la matière qui arrive dans un centre de tri. La survie de l'entreprise dépend donc de sa capacité à sortir les contenants de la masse de papier et à le débarrasser des contaminants. Et la pellicule de plastique, c'est quelque chose qu'on retrouve qui va voyager partout dans le centre de tri, sur toutes les lignes. Donc, on a de la difficulté à les retirer à la source. Dans un centre de tri typique, 3 employés sur 4 se tapent le travail de triage que nous ne faisons plus à la maison. Pour les matières récupérées, la qualité du tri est primordiale. Plus elles sont pures, plus le centre peut les vendre à bon prix. Mais la situation générale de notre industrie de la récupération reste précaire. Près de la moitié des centres de tri du Québec sont menacés de fermeture. Ils n'ont pas les ressources financières pour acheter de l'équipement de tri mécanisé qui leur permettrait d'augmenter les rendements et la qualité du tri. Ce n'est pas le cas dans la région de Victoriaville. Ici, 60 % des matières résiduelles sont détournées du dépotoir, comparativement à 38 % seulement à Montréal. Le secret de cette réussite, un virage écologique pris par la population et les élus et auquel a cru Gaudreau Environnement, l'entreprise de gestion des matières résiduelles la plus diversifiée au Québec. J'ai rencontré son directeur général, M. Johnny Easy. Dans le moment, le carton est autour de 175 $ la tonne. Le papier de bureau autour de 175, 180. Donc, on est dans les mêmes eaux à peu près. Le grand défi, c'est de ressortir la meilleure qualité de carton possible, le plus rapidement possible dans la chaîne de tri. Plus on mécanise, plus on a une qualité de matière par elle-même
qui est meilleur. Et donc, les fibres ont une meilleure valeur, une meilleure qualité. On aura moins de rejets. Les plastiques, la même chose. Le verre, la même chose. De 80 à 85 des matières que l'on trie à notre centre de tri sont revendues sur le marché québécois. Cascade, c'est un de nos très gros clients. C'est une des entreprises qui achète le plus de nos fibres, de notre carton, etc. Cascade ne possède pas de forêt. Et donc, notre matière première, c'est les vieux papiers qui viennent des centres-villes. 73 de ce que l'on fabrique est fait à partir de recyclés. Alors, Cascade consomme, sur une base annuelle, 2,1 millions de tonnes de papier recyclé en Amérique du Nord. Donc, on est le plus grand utilisateur au Canada. On est le 5e en Amérique du Nord. Et sur l'ensemble de la matière qu'on consomme, 50 de cette matière-là vient du Québec et l'autre 50 vient de l'Ontario ou des États-Unis. Dans les catégories de fibres qu'elle utilise, l'entreprise Cascade pourrait à elle seule recycler la production entière de tous les centres de tri du Québec, sans compter les centaines de milliers de tonnes de papier que nous envoyons encore au dépotoir. Il me semble qu'ici au Québec, on serait prêt à interdire d'enfouir immédiatement toutes les fibres, le carton. Vous seriez capable de tout prendre ça? Tout à fait. Pour nous, avec ce qu'on achète de l'extérieur, on a juste à limiter ce qu'on achète de l'extérieur et on pourrait consommer tout ce qui est récupéré au Québec. Je vous parle dans les matières qu'on consomme, définitivement. Il y a un métal qui est particulièrement intéressant pour un centre de tri, c'est les fameuses canettes d'aluminium et l'aluminium en général. En pourcentage, c'est un très petit pourcentage d'aluminium, c'est à peine 1 1 par contre, pour une matière qui, dans le moment, vaut entre 1 600 et 2 000 la tonne. Le verre récupéré, là, ça vaut pas une fortune quand même. C'est pas la matière qui est la plus payante, effectivement, et c'est une des matières qui est la plus dispendieuse à trier ou à processer. Aucun centre de tri ne possède les équipements nécessaires pour trier et décontaminer le verre selon les spécifications des fabricants de laine minérale ou de contenants de verre. Mais en traitant 120 000 tonnes de verre par an, Gaudreau a les moyens de se payer des lecteurs optiques qui trient automatiquement les morceaux de verre. Une fois épuré, le verre transparent vaut environ 75 $ la tonne. Tout comme le verre, certains types de plastique doivent être traités avant que l'industrie puisse les recycler. Nous voici chez Recyc RPM, un des rares transformateurs de plastique en opération au Québec. Chaque année, l'usine transforme 30 000 tonnes de contenants en pastilles de plastique recyclées que les mouleurs pourront utiliser en remplacement de la résine de plastique vierge faite à base de pétrole. Quand j'ai commencé, j'avais 22 ans, puis j'ai appelé des compagnies de plastique pour leur vendre du recyclé, puis les gens me disaient, bien, de la scrap, j'en veux pas, puis ou bien ils m'appelaient, puis as-tu de la scrap à vendre? Puis je disais, bien, c'est pas de la scrap, c'est de la matière recyclée, elle est pure. On fait des tests d'indice de fluidité, de densité, on fait des flex modulus, des notchizer d'impact, tu sais, on est rendu qui sophistiqué. Quand on reçoit un ballot de plastique, dépendamment de la qualité du ballot qu'on achète, puis je dirais qu'on a à peu près entre 10 et 25 de rejet. Bon, alors, M. Métivier, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, ici, on a des ballots de plastique de moindre qualité. Voyez-vous, là, une tige de métal comme ça qui rentre dans un granulateur, ça peut coûter 5-10 000 de bris. Puis en plus, l'usine peut être arrêtée pendant 14 heures, 20 heures, 24 heures. On a même un beau sapin de Noël avec les globes, de la broche et ainsi de suite. Je sais pas si ma femme voudrait qu'on le recycle pour Noël prochain, mais ça serait peut-être une solution. Alors ça, bien, je peux évaluer qu'on a peut-être 25-30 de rejet là-dedans. Vendre du plastique recyclé, on est capable de le vendre, mais on n'en a pas assez. Alors, je demande aux municipalités puis aux villes qui ne font pas de collecte sélective encore d'emboîter le pas, puis je pense que ça serait une bonne chose pour nous. Tu sais, une pellicule de plastique, un sac d'épicerie, ça se recycle, ça. Mais c'est le coût, et puis le coût, c'est un coût social. Est-ce qu'on veut le récupérer et le recycler? Puis qui est prêt à payer? Parce que tout le monde
veut être vert, mais personne ne veut payer la note. C'est ça notre problème. Si nos centres de tri hésitent à investir pour se mécaniser, c'est entre autres parce qu'ils trouvent encore sur les marchés des acheteurs prêts à payer un bon prix pour des matières moins bien triées. Le Québec laisse ainsi filer des matières premières qui pourraient être transformées ici et ainsi créer des revenus et de l'emploi. Il y a, bon an, mal an, toujours des entreprises à l'exportation, que ce soit en Asie, en Inde, ailleurs, qui recherchent des matières et qui ont besoin de grandes quantités de matières. Ces gens-là peuvent se permettre d'accepter des matières qui sont beaucoup plus contaminées et donc utiliser plus de personnel. C'est que là-bas, la main-d'œuvre coûte absolument rien. C'est impossible d'être compétitif par rapport au marché asiatique. C'est des ressources naturelles qui nous appartiennent. On paie des taxes pour faire la collecte de nos déchets. C'est pas normal que certaines entreprises soient obligées d'aller s'alimenter sur le marché américain ou sur le marché mondial quand il y a de la matière chez eux. En 2008, lorsque l'économie mondiale s'est effondrée, le réveil a été brutal pour nos centres de tri. Au plus fort de la crise, certains accusaient des pertes de l'ordre de 100 000 $ par semaine. Ce que la crise du recyclage nous a fait constater, effectivement, c'est que notre industrie du recyclage au Québec n'est pas développée. On a passé au travers de cette crise-là. On a pu sortir les matières, au moins, à des prix ridicules, on s'entend. Il y a des produits qu'il a fallu qu'on paye pour sortir. Malheureusement, en 2010, nos centres de tri ont encore vendu hors Québec ou à des courtiers au moins 70 % de leurs ballots de plastique et papier mélangés sommairement triés. Alors que les enfouisseurs font des affaires d'or, notre industrie du recyclage peine à se moderniser et à développer des marchés locaux pour nos matières récupérées. Le gouvernement doit donner un solide coup de barre, mais depuis 20 ans, c'est à pas de tortue que le Québec prend le virage vert. J'ai le plaisir d'annoncer la nouvelle politique québécoise de gestion des matières résiduelles, ainsi que les outils qui seront mis en place afin de soutenir son déploiement. Première mesure, une redevance de 20 $ la tonne s'ajoute aux frais d'enfouissement. Le gouvernement va engranger quelques 50 millions qui serviront à subventionner la récupération. Nous, on voulait que ça soit 60 $, mais c'est 20 $, ce qui est déjà un pas dans la bonne direction, mais on pourrait avancer un petit peu plus de ce côté-là. J'annonce aujourd'hui de nouveaux investissements de plus de 70 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Ces millions vont aider nos centres de tri à se mécaniser. Mais aucune loi ne viendra forcer les industriels à utiliser plus de matières récupérées. Le gouvernement veut aussi donner un coup de pouce aux entreprises pour les inciter à recycler leurs déchets. Mais pas question de les forcer à le faire. Il existe pourtant une province où le gouvernement a eu le courage politique d'interdire carrément l'enfouissement de toute matière recyclable ou compostable. La Nouvelle-Écosse l'a fait en 1998. There's no doubt that Nova Scotia is one of the leaders, if not one of the best diverters of disposal in the country, and it's right up there with many of the most progressive European nations when it comes to their disposal rates and their recycling rates. Chaque Néo-Écossais envoie au dépotoir presque 2 fois moins de matière qu'un Québécois. Un des secrets de cette performance, l'interdiction d'enfouir les résidus organiques. Des usines géantes de compostage ont été construites, dont celle de Dartmouth, où sont acheminés la moitié de tous les déchets organiques d'Halifax. 90% of our residents have access to the curbside collection of organic material, which includes all food, meat, fish, and bones, where it's brought to centralized facilities for composting. Au Québec, seulement 6 % des foyers ont accès à un système de collecte des déchets organiques, alors que ces matières représentent près de la moitié du contenu de nos poubelles.
La Nouvelle-Écosse composte près de 70 % de ses matières organiques. Si le Québec était aussi performant, il éviterait d'enfouir 850 000 tonnes de déchets organiques par année. Nous pourrions carrément fermer un de nos 5 mégadépotoirs et surtout réduire grandement les sources de pollution toxique liées à la fermentation des matières organiques enterrées. Si vous regardez sur ma photo ici, partout où c'est vert, en haut, c'est des déchets. Quand la pluie passe à travers, elle va prendre la couleur des déchets, l'odeur des déchets. On a mis des tuyaux, qu'est-ce qu'on appelle des drains, pour récupérer cette eau-là et l'envoyer. Regardez là-bas les 3 grosses piscines qui sont là. Bien, ces piscines-là, c'est des piscines pour laver le jus de poubelle, le lixivia. C'est le grand danger qui menace nos nappes phréatiques. Le lixivia est un concentré de polluants organiques et de métaux lourds pouvant contenir jusqu'à 70 contaminants toxiques. Au mégadépotoir de Lachenay, on en pompe l'équivalent de 180 piscines olympiques par année. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que le lixivia se retrouve dans la nature ou dans la rivière? Le site est étanche. On retrouve un tapis moyen de 20 mètres d'épaisseur d'argile. Cette argile-là retient cette eau-là, retient les déchets et nous permet d'effectuer le drainage, donc de retirer ce liquide-là pour pouvoir l'envoyer dans des bassins de traitement. Malheureusement, les fuites de lixivia sont toujours possibles. On en a détecté, par exemple, autour du mégadépotoir de Sainte-Sophie et ça menaçait de contaminer l'eau potable de la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines. Waste Management a refusé de nous laisser filmer, mais son porte-parole nous a déclaré qu'ils avaient installé des membranes qui, selon lui, vont rendre le site étanche pour 300 ans. Des compagnies se sont spécialisées dans la fabrication de ces membranes d'étanchéité pour les dépotoirs. Moi, ça me semble un peu mince. Ça vous semble un peu mince et ça remplace Je sais, pourtant... ça remplace un 10 mètres d'argile. Oui, un 6 mètres d'argile. Imaginez l'argile, elle, on ne peut pas la tester. Elle, on la regarde et on peut avoir des qualités d'argile. Mais si jamais il y avait un assèchement, alors il va y avoir des fissures. Tandis qu'avec ça, on est sûr que notre matériel est contrôlé qualité. La durée de vie de ces matériaux-là, alors c'est au-delà de 100 ans. Combien d'années est-ce que votre compagnie garantit une toile comme ça? Alors, les géomembranes comme telles sont garanties. Ça va varier de 5, 10 ans, dépendamment des travaux qu'ils ont à faire. La vérité est que personne ne peut prédire comment l'argile ou les membranes artificielles vont se comporter dans des dizaines d'années, compressées par des millions de tonnes de déchets. Selon l'Agence de l'environnement des États-Unis, tous les dépotoirs finiront par avoir des fuites et dans le sol et dans l'air. Les 20 millions de tonnes de déchets qui fermentent sous les innocentes collines du dépotoir produisent plus de 300 000 mètres cubes de biogaz par jour. Ces caissons bleus abritent un système de tuyaux qui doit les capter avant qu'ils ne s'échappent dans l'air. C'est très important de contrôler les biogaz qui s'échappent parce que dans les biogaz, oui, il y a du méthane, mais il y a aussi 1 % de ce biogaz-là qui sont des composés toxiques, dont certains ont été prouvés qui sont cancérigènes. 98 % du gaz généré sur le site est capté et envoyé à la centrale électrique. L'efficacité réelle d'un système de captage comme celui de la centrale électrique de BFI serait de l'ordre de 70 % seulement. Des biogaz nocifs vont donc toujours s'échapper dans l'environnement et encore plus en cas de fissure de la surface du dépotoir. C'est aux inspecteurs du ministère de l'Environnement que revient la tâche de contrôler les activités des sites d'enfouissement. Ceux de la région de Lanaudière sont dirigés par Mme Hélène Proto et ils ont du pain sur la planche.
Donc, sous votre juridiction, on retrouve les 4 plus grands sites d'enfouissement du Québec. À quelle fréquence est-ce que vos inspecteurs visitent les sites d'enfouissement? Un technicien va se rendre, par exemple, au lieu d'enfouissement technique de BFI, 12 fois dans l'année pour faire des inspections systématiques. Il ne peut pas, en une seule journée, passer le détecteur sur tout le site d'enfouissement. C'est impossible. En fait, le lieu d'enfouissement technique doit, lui, engager une firme spécialisée, des experts dans le domaine, et faire lui-même son autosurveillance au niveau des émissions. Depuis 10 ans, le ministère de l'Environnement est l'un des ministères les plus durement touchés par les compressions budgétaires et ne peut donc pas embaucher un nombre suffisant d'inspecteurs. Pour éviter que nos méga-dépotoirs deviennent des bombes écologiques à retardement, le gouvernement lance enfin un programme pour détourner les matières organiques vers de véritables infrastructures de traitement. Ce programme est une composante essentielle de notre stratégie qui vise à bannir entièrement les résidus organiques de l'élimination d'ici 2020. Le Québec est 15 ans en retard sur toutes les autres provinces, à peu près au Canada, pour la gestion des déchets. Puis là, on repousse à 2020. Vous savez, le gouvernement, probablement, ne veut pas faire de vagues là-dedans. Il veut que les choses aillent de façon douce, tranquille pour tout le monde. Parce que c'est des politiciens qui sont au pouvoir. Vous savez, les politiciens, ils ne veulent pas indisposer la population. Je pense que c'est ça la vraie raison qui fait que ça va vraiment pas assez vite. Heureusement, certaines villes bougent vite. Pour mieux gérer ces déchets organiques, la ville de Saint-Hyacinthe a choisi une technologie qui va lui permettre de traiter à la fois les boues rejetés par son usine d'épuration et les restes en table de ses citoyens. La ville vient de construire ses 3 biométhanisateurs. Quelle quantité de boue vous aviez par année, puis combien ça vous coûtait à la ville pour envoyer ça dans un site d'enfouissement? Après déshydratation, on avait 13 500 tonnes de boue. Ça nous coûtait 100 $ la tonne pour le transport et distribution des boues. Donc, ça nous faisait un budget annuel de 1 200 000 1 300 000 par année. Les millions que la ville versait à des enfouisseurs sont maintenant investis dans la biométhanisation. À l'intérieur de ces énormes cylindres, des bactéries digèrent la matière organique. Ce processus dégage du méthane qui est récupéré et qui peut être vendu à bon prix sur le marché du gaz naturel. Voici notre produit final. C'est une belle granule de matière organique qui est digérée, séchée. C'est ce qu'on appelle un fertilisant de qualité. Si on sent, il n'y a pas d'odeur non plus. Donc, on peut sentir, ça sent le terreau. Ah, ça sent absolument rien. Absolument rien. C'est un projet complet d'une valeur de 48 millions. Combien d'argent la ville de Saint-Hyacinthe peut faire grâce à toute cette installation? On devrait avoir des revenus de 1 500 000 2 millions par année. Une preuve de plus que la gestion écologique des déchets peut être rentable. De son côté, Victoriaville composte 70 % de ses résidus organiques, autant que la ville d'Halifax, mais elle n'a pas eu à investir des dizaines de millions. Nous, on continue à penser que notre bonne vieille méthode des années 90-95, avec des plateformes de compostage, un retourneur d'andin, qui est le seul équipement qu'on a sur le site, ça fait la job. Biométhanisation ou compostage traditionnel, toutes ces solutions sont meilleures que d'envoyer 1,2 million de tonnes de résidus organiques au dépotoir par année et ainsi éviter la production de biogaz et de lixivia toxiques. Mais il nous reste un autre problème à régler. Beaucoup trop de contenants recyclables se retrouvent chaque année encore dans nos dépotoirs. Plus d'1 demi-milliard de bouteilles d'eau en plastique et 80 millions de bouteilles de vin. Encore une fois, la Nouvelle-Écosse semble avoir trouvé la solution. L'élargissement de la consigne à tous les contenants de boissons. Les citoyens les rapportent dans l'un des 80 centres de consigne de la province, comme ici au Blue Nose Bottle Exchange. OK, Todd, so what do we have in this bag here? Okay, this bag here is our Tetra containers. These are little boxes with aluminum foil inside. Over here, we have gable top juice containers. Doesn't matter what size, there's still the 5-cent deposit.
We Okay, have so here in Nova Scotia, you get refunds for these juice containers. yes, for the juice. Then we have steel juice cans. Okay. So you get refunds for these kinds of cans also here. Yes. Jeez. Le système de consigne permet à la province d'afficher des taux de récupération records. Comme chaque contenant est trié à la main, les ballots de matières récupérées sont purs à 100 % et vont chercher les meilleurs prix sur les marchés. La Nouvelle-Écosse détourne ainsi 84 % des bouteilles de vin et spiritueux des sites d'enfouissement et de ses lignes de tri, évitant de contaminer les autres matières récupérées. Au Québec, la situation est bien différente. Notre richissime SAQ met en marché près de 200 millions de bouteilles par année et elle s'en lave les mains, ou presque. La SAQ s'est investie dans toute la chaîne environnementale du verre. Elle s'investit dans la promotion de la collecte sélective. On aide les centres de tri avec le programme d'aide pour les centres de tri pour qu'ils s'optimisent, pour qu'ils trouvent des nouvelles façons de trier la matière. Tous les citoyens nous disaient, oui, maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Là? On veut la consigne. Le système de consignation, pour nous, ça va compliquer les opérations en succursale. Pourtant, le syndicat des employés de la SAQ s'est prononcé en faveur de la consigne des bouteilles de vin, de même que 75 % de la population du Québec. En fait, sauf la Saskatchewan et le Québec, tout le monde au Canada a une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux. Pourquoi pas au Québec? Un regroupement pro-consigne vient de voir le jour au Québec. Et le patron de l'usine de traitement du verre 2M Ressources en fait partie. Je crois que la SAQ devrait mettre ses culottes et mettre le système de consigne en place pour vraiment être capable d'enlever ça dans la cahier sélective et ainsi augmenter la production des centres de tri, la qualité des matières qui vont sortir de là et d'assumer ses responsabilités parce que je trouve qu'ils n'assument pas leurs responsabilités en mettant des millions de bouteilles sur le marché. Chez 2M Ressources, on traite 50 000 tonnes de verre par année, surtout des bouteilles de bière importées, impossibles à retourner dans leur pays d'origine. Mais grâce au système de consigne, elles arrivent déjà triées par couleur et peuvent être immédiatement broyées. On ne peut pas en dire autant du verre de la collecte sélective. Voyez-vous ici, c'est le verre vraiment qui arrive directement des centres de tri comme ça ici. Je trouve ça déplorable parce qu'on prend un verre de qualité qui provient de la SAQ, puis regardez ce que ça donne et on doit décontaminer. Donc, on doit travailler en double. Faites juste regarder ici, une brosse à dents. Il y a même une seringue ici, là. C'est un non-sens. C'est juste, je trouve que c'est de travailler en envers. Tandis que le verre provenant de la consigne, il n'a pas eu la chance d'être contaminé avec d'autres matières. Regardez la qualité du verre. Le verre que je vous parle, là, ça, c'est vraiment un verre qu'on recherche. On veut tous être des bons gestionnaires, on veut tous être des personnes vertes, mais le gouvernement doit aussi garder le système de consigne en place et même consigner les bouteilles d'eau, les bouteilles de vin. Je suis tatoué pour consigne. Il n'y a pas personne qui va m'enlever ça dessus le dos. La consigne, la récupération, le recyclage sont tous de bons moyens pour endiguer le véritable tsunami de déchets qui déferle sur le Québec. Les solutions existent et peuvent même être rentables et créer de l'emploi. Mais l'approche la plus efficace demeure de réduire notre production de déchets à la source. Pour y arriver, donc, un premier plan d'action de 5 ans, un plan d'action quinquennal, comme celui de ramener la quantité annuelle de matières résiduelles éliminées au Québec à 700 kg par personne. Pendant ce temps, en Nouvelle-Écosse, The province implemented a new disposal goal, which is 300 kilograms per person per year by the year 2015. That waste includes residential, commercial business sector, and construction and demolition.
Je pense que le gouvernement peut intervenir à plusieurs niveaux. Premièrement, en informant la population sur la bonne façon de recycler. Deuxièmement, en ayant des politiques d'achat responsable, en incitant les gens à acheter des matières qui utilisent des produits recyclés. Donc, on pourrait valoriser les matières récupérées au Québec, ici, créer de l'emploi ici. En bout de ligne, la gestion des matières résiduelles, l'environnement, c'est consommer au moins, c'est ça. Tout est basé, les gaz à effet de serre, tous les problèmes environnementaux sont liés à la consommation. Les gaz à effet de serre, le transport, on transporte quoi? On transporte des biens de consommation, on transporte des vidanges, on transporte des individus pour qu'ils aillent produire des biens de consommation, pour que des gens les achètent. Donc, tout est axé sur ou autour de la consommation. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'une bonne volonté de la part du ministère de forcer un peu plus les gens avec les nouveaux règlements, la nouvelle loi qui sort, je pense que ça va aider. Maintenant, il faut que l'industrie se prenne en main, il faut que les manufacturiers se prennent en main. Puis moi, oui, je suis un petit peu rêveur, je suis un peu idéaliste, mais je pense qu'on peut y arriver, effectivement, en faisant un effort collectif. C'est sûr qu'on va devoir consommer différemment. C'est inéluctable. Le temps où les Québécois envoyaient à l'élimination tous les déchets est bel et bien révolu. Pourtant, 3 de nos méga-dépotoirs vont bientôt déposer des demandes d'agrandissement. Nous verrons bien si le gouvernement aura pour une fois le courage politique de dire non aux barons de l'ordure.